Bon, il y a déjà des gens. Ah, yes. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bon, je pense que tout le monde voit mon écran, nickel. Super. Eh ben, on se rapproche de l'heure. On va attendre un petit peu. Tout le monde arrive. Merci, Pauline. Bon, il est midi 45. On se laisse. Allez, on se laisse encore 2 minutes. Le temps peut-être de voir si on a d'autres participants. De toute façon, à chaque fois, au fur et à mesure, on a des personnes qui arriveront. Donc, allez, on se laisse. Allez, on se laisse 30 secondes et on démarre. Bon, moi, je vous propose qu'on démarre. Alors, bienvenue à tous donc, à notre nouveau webinaire conçu par le Backyard sur la thématique aujourd'hui de l'UX et de l'e-commerce. Donc, l'objectif aujourd'hui, c'est de répondre à cette question, comment améliorer le taux de conversion d'un site e-commerce grâce à l'UX design. Donc, pour cela, aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir avec moi Laurent, qui est responsable du coup de UX chez Discount, qui va peut-être se présenter en quelques temps, en quelques secondes. Yes, merci pour l'invitation. Oui, effectivement, je suis donc responsable du pôle UX de Cdiscount depuis maintenant 6 mois à peu près. Voilà, disons que je travaille dans le domaine du digital, de l'expérience utilisateur, et voilà. Ok, voilà. Donc, il va pouvoir nous donner quelques tips, nous donner quelques informations de comment ça se passe chez un pure player. Et on a vraiment de la chance de l'avoir aujourd'hui pour nous parler. Donc, pour ma part, moi, je suis cofondateur de l'agence Le Backyard, qui est une agence de performance digitale avec un gros cœur de métier dédié au métier de l'UX design. Et donc, c'est aujourd'hui moi qui vais un petit peu vous donner quelques tips qu'on a eu à l'agence, qu'on a pu récolter au fur et à mesure des années pour améliorer votre taux de conversion. On est parti. Donc, le Backyard, très rapidement, en 5 ans d'existence, plus de 100 clients, plus de 25 experts. On est sur Paris. On a un certain nombre de clients assez importants. Et on a une grosse verticale. On a 3 verticales, mais celle dont on va parler aujourd'hui, c'est qu'on comprend les utilisateurs pour doper les KPI. C'est vraiment, en tout cas, la verticale qu'on attaque aujourd'hui. Donc, pour remettre un petit peu en contexte, je ne sais pas si ceux qui nous assistent aujourd'hui sont UX designers ou non, sont avertis ou non. En tout cas, pour nous, l'expérience utilisateur, c'est une méthodologie, mais c'est 3 étapes. La première étape, c'est la recherche utilisateur. Donc, c'est chercher à analyser, à comprendre et à prioriser les besoins de vos utilisateurs. Donc, identifier des axes d'amélioration ayant le plus de valeur, en tout cas pour votre entreprise, et c'est de comprendre et de valider une vision et donc favoriser l'adhésion et l'acceptation de votre future solution. Donc, ça, c'est la première étape. Pour cela, on peut réaliser des personas. Donc, les personas, c'est les représentations, en tout cas, de vos utilisateurs finaux
donc pour comprendre qui ils sont, ce qu'ils souhaitent et autres. C'est très bien pour synthétiser. On réalise des interviews utilisateurs, donc ça c'est primordial en tout cas au Backyard. Ce qu'on réalise aujourd'hui, c'est vraiment de faire souvent de l'interview qualitatif et donc avoir une personne en face de nous et de comprendre exactement son besoin. Et vous verrez qu'au fur et à mesure, c'est très enrichissant. Ça nous permet véritablement d'avoir beaucoup de tips, beaucoup d'informations sur ce qu'ils souhaitent. Donc ça, c'est vraiment quelque chose, en tout cas, qu'on recommande et qu'on réalise. Et l'expérience map, donc ça nous sert aussi à cartographier l'expérience des utilisateurs à travers un service ou un outil. Bonjour à tous ceux qui arrivent. Donc, identifier tous les points de douleur et les transformer en opportunités d'innovation. La deuxième étape, c'est l'UX design, celle qu'on connaît le mieux. Donc, c'est de créer des wireframes. Donc, des wireframes, ce sont des squelettes qui vont nous permettre de définir de la hiérarchie d'informations, la navigation, la disposition des blocs pour créer au final un prototype et derrière pouvoir le faire tester. Donc ça, c'est important. Donc, concevoir une expérience homogène, créer vraiment un avantage concurrentiel notable et une expérience mémorable pour les utilisateurs. Donc, pour cela, on a aussi des outils. Donc, on fait des ateliers de co-création. Donc, ceux qui connaissent les ateliers de tri de cartes, ces genres de types-là, on réalise pas mal d'outils. Les wireframes, donc, c'est ce que je définissais tout à l'heure. Et on réalise également des tests utilisateurs. Et ça, c'est encore une fois au même titre que les interviews. C'est quelque chose de très enrichissant. Donc, les tests qu'on se disait, donc, intégrer les utilisateurs finaux dans le cycle du projet, se confronter aux réalités, booster les idées. C'est vraiment un outil plus qu'enrichissant, c'est même primordial pour nous d'obtenir vraiment, ça peut, et vous verrez que vos clients, si vous avez certains clients, ils en redemandent à la fin parce que ça leur permet vraiment de nourrir leur réflexion. L'UX Writing, c'est le dernier, mais c'est aussi un des plus importants. L'UX Writing, au final, c'est de définir certains, tous les champs en tout cas de wording, de libeller des CTA ou finalement aux explications sur des actions, des agissements. Ça, c'est vraiment important. Il y a de bons acteurs qui arrivent à le réaliser. Je citerai très rapidement, il y a Backmarket qui le réalise très bien, Apple aussi. Ce sont des très bons exemples, en tout cas en UX Writing. Donc, lorsque les interactions avec marque se font à travers un produit digital, ces interactions doivent être humanisées et en accord avec votre audience, donc en accord avec votre branding, votre positionnement de marque. Donc, ça apporte véritablement une âme à votre solution et des éléments de langage. Et donc, ça, c'est le métier aujourd'hui du UX Writing. Et dans l'e-commerce, vous le verrez, c'est très important. Et ça fait bien souvent la différence. Donc, on arrive à notre sujet d'aujourd'hui. Maintenant que j'ai un petit peu exposé en préambule les 3 étapes de l'user experience, en tout cas, notre ordre du jour. Donc, comment on améliore un taux de conversion grâce à l'UX. Donc, moi, je vais démarrer d'abord en vous donnant tout d'abord des best practices et des tips qu'on a remontés au fur et à mesure en faisant des audits UX. Oui, à l'agence, on fait des audits UX, des audits ergonomiques. Et ça apporte véritablement énormément de réponses. Bien 70% des réponses, en tout cas de nos clients, on a réussi à les traiter, à les hiérarchiser, à les cartographier. Et au final, ce qu'on va retrouver là dans les différentes erreurs que je vous montrais ou best practice, c'est celles en tout cas qu'il faut retenir lorsque vous allez créer ou refondre un site e-commerce. Forcément, pour augmenter la conversion, on passe par différentes étapes. Donc, on optimise l'expérience utilisateur, on fluidifie le parcours utilisateur et au final, on réduit au maximum les frictions à l'usage. Donc, souvent qui sont liées à de la conversion. On utilise un outil Google Analytics, ça c'est important lorsque vous allez démarrer en tout cas soit une refonte, soit la création de votre site e-commerce. Google Analytics, c'est vraiment un outil qui nous apporte un maximum d'informations. Laurent en dira beaucoup plus sur les KPI utilisés chez Cdiscount ou dans ses différentes expériences. Moi, je vais en dire très brièvement. Je vais citer en tout cas clairement des choses qu'il faut retenir. C'est le source de trafic. Donc, identifier la source de trafic, identifier le taux de rebond moyen, identifier les comportements, en tout cas de vos utilisateurs sur votre site, et donc on vérifie plus précisément les performances de vos actions. C'est vraiment
Ça peut être assez complexe, mais il y a des informations faciles à capter. Si vous rentrez vraiment sur Google Analytics pendant une dizaine de minutes, une quinzaine de minutes, vous allez très vite comprendre comment ça fonctionne. Et ça, en tout cas, je vous conseille d'aller regarder un peu comment ça se traduit. Sur les aspects, en tout cas, ergonomiques et fonctionnels sur les interfaces, plusieurs choses à dire. Donc, tout d'abord, nous, comment on arrive à des best practices? On se sert de plusieurs outils comme les critères de Bastien Scapin, certains en ont déjà entendu parler. On sert d'un livre blanc qu'on a écrit en interne, on sert forcément de sciences cognitives pour établir en tout cas des schémas comportementaux et identifier en tout cas des leviers qui vont nous permettre de mieux convertir. Les problématiques qu'on a citées sur la majorité des e-commerce, on a des problématiques de guidage, des problématiques de charge de travail, des problématiques de gestion des erreurs et des problématiques d'homogénéité et de cohérence. Et on va rentrer ensemble dans chacune des problématiques avec des exemples, ce qui vont permettre très vite d'avoir quelques tips et de pouvoir très vite améliorer en tout cas votre taux de conversion. Donc, le premier, c'est le guidage. Le guidage, c'est quoi? C'est identifier où est-ce qu'on est dans une page ou où on se trouve dans un parcours utilisateur. Donc, un utilisateur perdu, c'est une vente de perdu, puisqu'il faut toujours que votre utilisateur sache où il se trouve. Donc, la capacité du système à faire connaître à l'utilisateur les actions qu'il peut effectuer. C'est aussi de voir la marge de manœuvre dont il dispose. Alors, je répondrai aux questions au fur et à mesure. Mais là, je pense plutôt que je vais répondre à vos questions à la fin finalement de ma petite présentation. Ça évitera les coupures. Mais en tout cas, n'hésitez pas à poser vos questions. Je les reprendrai à la fin. Du coup. Donc, je reviens sur mon guidage. Donc, par exemple, là, sur ma présentation, vous retrouvez pas mal d'éléments. Donc, on peut retrouver des choses qui peuvent coincer. C'est les mauvais emplacements de la navigation, les mauvaises nominations des catégories et des CTA. Les effets over sont aussi importants. Les manques de contraste. Les CTA ajoutés au panier au dernier plan. L'utilisateur de scroller pour voir du CTA. C'est des choses qu'on arrive à identifier sur beaucoup de sites e-commerce et qui sont des freins. Donc des manques de notification des achats et manque d'informations dans le tunnel d'achat. Donc ça, c'est vraiment les don'ts dans le guidage qui va être des best practices. On a pas mal d'éléments à prendre. Donc là, on a une navigation qui est pas normalisée. Un fil d'Ariane, c'est vraiment au moins, j'ai envie de dire, un must-have sur les sites e-commerce. Moi, je m'en sers bien souvent et ça permet vraiment d'identifier où on se trouve en tout cas dans son expérience utilisateur. Donc, les conseils de l'agence, donc groupement, une hiérarchie suffisamment simple pour être mémorisée. Donc, ce qui est valide pour vous et c'est valable forcément pour les utilisateurs. D'avoir aussi des feedbacks immédiats, donc bien indiquer les actions par un effet graphique. Les effets de hover, c'est très important pour savoir où on clique, où on peut cliquer. Et la lisibilité, ce qu'on conseille, c'est 80 caractères maximum par ligne. C'est tout, pas plus, pour éviter d'avoir vraiment une charge cognitive trop élevée. On attaque la charge de travail. Donc, la charge de travail, la performance d'utilisateur est influencée négativement donc, quand on a une charge de travail trop élevée. Donc, on a plusieurs éléments pour minimiser cette charge de travail. Donc, par exemple, là, vous voyez sur l'exemple, on a énormément d'informations visuelles. Donc, typiquement, sur les boutons, on va avoir pas plus de 2 CTA primaires sur une landing page. On va essayer d'éviter un maximum la densité d'informations, la mauvaise catégorisation des filtres de recherche, l'information au détail difficile à trouver, du scroll interminable. Donc, on va essayer plutôt d'avoir des effets de tunnel et d'avoir plutôt des formulaires hiérarchisés et classifiés. Et éviter donc trop d'étapes aussi dans les différents formulaires. Donc, quelques conseils. Rapidement, donc mettre en place une navigation transverse, ça rendra l'utilisation de votre site plus fluide et de réduire forcément la densité d'informations, donc afficher les informations nécessaires, les 6 mois, indiquer donc facilement l'information ou l'action principale. On passe à la gestion des erreurs. La gestion des erreurs, c'est-à-dire que lorsque vous allez cliquer sur, par exemple, des champs et que ça va s'avérer incomplet ou pas conforme à ce que vous souhaitez, il faut toujours
indiquer où se trouve l'erreur. Donc, le manque d'informations sur les champs de remplissage automatique, ça c'est véritablement important. Là, on en retrouve ici. Donc, directement des petites bulles d'information. Donc, il faut absolument avertir si vous avez des mots de passe, indiquer le nombre de caractères qu'il va falloir saisir, ou en tout cas les codes à respecter. Les absences de messages d'erreur sont préjudiciables, ça c'est important, le manque de clarté du message d'erreur. Donc, on ne précise pas forcément où est l'erreur et le wording n'est pas adapté. Donc, ça, c'est des choses importantes, surtout lorsqu'on est à des étapes de panier. Il va falloir notifier les différentes erreurs qu'on peut retrouver pour éviter de créer une friction alors qu'on a une étape décisive. Donc, la protection contre les erreurs, la qualité des messages d'erreur, donc on parlait tout à l'heure du X-Writing, ça c'est important, c'est peut-être le moment en tout cas de s'en servir sur les libellés. Et la correction des erreurs, si le système a clairement identifié l'erreur, il devrait pouvoir la mettre en valeur et proposer de la modifier. Donc l'homogénéité et la cohérence, c'est aussi des choses à prendre en considération. Donc la perte de temps générée par des incohérences, c'est généralement mal accepté par l'utilisateur. Donc l'objectif, c'est de respecter une logique cohérente pour la présentation et le comportement du système. Je vais prendre très vite un exemple, comme ça vous allez pouvoir comprendre. Surtout sur une phase UI, lorsqu'on a plusieurs couleurs d'interaction, donc souvent on recommande d'avoir une seule couleur d'interaction et pas plusieurs, comme on pourrait retrouver ici du bleu, du vert et du orange. Ce qui peut guider en tout cas l'utilisateur en erreur et avoir un manque d'homogénéité et de cohérence. Plusieurs polices d'écriture, pareil. Manque de cohérence en branding entre les illustrations et le message, ça brouille en tout cas la vision de l'utilisateur, et donc ça c'est important à prendre en compte. Le manque de cohérence aussi en picto utilisé, et le manque de hiérarchisation des titres dans les pages, les changements de template, toutes ces choses-là qui viennent brouiller un peu l'esprit et mettre de la complexité là où il n'y a pas lieu d'être. Donc, les conseils d'agence, homogénéité graphique, donc ça c'est important, un style, un seul site par CTA, champ et titre, et une charte graphique vraiment light qui permet d'être homogène et qui est soit d'illustration, en tout cas soit du photo, mais pas tout mélanger non plus. Donc à ne pas négliger donc la compatibilité et l'adaptabilité, il y a des règles, vous savez, de compatibilité à respecter, l'inclusivité, ça c'est important, hein, la signifiance des codes et les responsives, des choses en tout cas à bien prendre en compte, en tout cas dans vos interfaces. Donc des actions menées et des best practices, je peux vous en citer. Hein. Donc déjà en termes de quick win, on a donné plus d'informations à l'utilisateur, donc notification du panier, extrait du contenu qu'on peut retrouver en tout cas dans notre panier, récapitulatif de ce qu'on peut trouver dans notre panier. Pour diminuer la charge de travail, faciliter l'action au panier, renvoyer le renvoi des pages pour certains CTA, et hiérarchiser aussi la navigation, donc mieux identifier les actions primaires, les actions secondaires aussi, et donner l'accès à l'action principale dès l'arrivée sur la page, par exemple avec des CTA primaires et pas des CTA secondaires. Donc, on optimise forcément la navigation, améliorer. Donc, le X-Writing est vraiment important. Ça, je vous invite à le travailler. Donc, accompagner l'utilisateur à accéder à ce qu'il souhaite comme information. Donc, on peut avoir des questionnaires de recherche, on peut avoir pas mal de choses qui permettent directement de l'aider dans sa navigation. Ça peut être du chatbot, ça peut être pas mal d'éléments. Et diminuer forcément le nombre d'actions. Donc, ça, c'est typiquement faire remonter des catégories ou faire remonter des produits phares. Ça, c'est aussi essentiel. Le but étant toujours de lui faciliter, en tout cas, sa navigation. Donc, de best practice, par exemple, là, je vous citais tout à l'heure des programmes Finder. Ça, c'est intéressant pour faciliter quand vous avez beaucoup de produits ou à vendre. Donc, vous avez aussi tout ce qui est tri et filtre, mais les Find Finder sont assez intéressants. Notification du panier, ça, c'est un best practice, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Toujours indiquer combien on a de produits dans notre panier et qu'on ait une notification lorsqu'on ajoute quelque chose au panier. On peut avoir aussi des éléments de réassurance de ce type-là, c'est-à-dire soit des notations, soit en tout cas un nombre d'étoiles, des choses comme ça qui sont très intéressantes à mettre en place. À vous de fixer un peu le curseur, mais les éléments de réassurance, en tout cas, lorsqu'on approche des éléments de panier, c'est essentiel. Donc, des verbatims positifs, des nombres d'utilisateurs de l'application, ça peut être très intéressant également. Le témoignage d'utilisateurs satisfaits et en tout cas un nombre de retours
satisfaisant. Ça peut être le nombre de personnes qui ont cliqué ou acheté ce produit-là. Voilà, ça je vous laisse un petit peu selon votre produit alimenté, mais en tout cas des éléments de réassurance, il va falloir en avoir. Encore une fois, je vous disais, on règle un petit peu le curseur, mais si on souhaite aller un peu plus loin et qu'on est sur une politique un peu plus agressive, on pourrait retrouver des éléments comme des timers d'offres ou des choses comme vous êtes 5 à regarder ce produit en même temps. Par exemple, si je parle des chambres d'hôtel ou des choses comme ça, on peut vraiment être beaucoup plus agressif pour améliorer la conversion. Le but n'est pas du tout d'arriver dans des politiques un petit peu abusives, hein, et de tromperie. Nous, le but, c'est vraiment d'être un peu plus agressif. Et ça, les UX designers peuvent le faire. Donc, il y a un certain nombre d'éléments, d'outils à utiliser. Donc, là, je parle sur la relance du panier, c'est aussi un best practice. Relancer le panier, on en parlait même avec un client ce matin. Toujours avoir ce petit email de relance, ça améliore aussi votre taux de conversion. Et on peut aller un peu plus loin en récompensant aussi, en tout cas des clients, à se mettre sur une newsletter, s'inscrire dans un programme de fidélité. C'est toujours intéressant et ça apporte de bons résultats derrière. À vous d'avoir après un canal, en tout cas, de conversion très efficace par la suite. Donc voilà, en tout cas, une série d'outils sur les interfaces que vous devez utiliser et qu'on retrouve dans pas mal d'erreurs. Là, on est vraiment sur une logique très d'interface. Je vais laisser la parole à Laurent qui, lui, va vous donner un aspect plus stratégique, plus politique, plus organisationnel. Donc tout ça, c'est à retenir, mais c'est vrai que ça a peut-être aussi à mettre en corrélation avec les aspects stratégiques et vision que vous avez dans votre entreprise. Yes, merci. Donc du coup, comment je voulais aborder un petit peu la chose, c'était d'essayer de vous amener le cheminement que moi je peux avoir dans le domaine de l'e-commerce, mais dans d'autres domaines de manière très globale, c'est tout ce qui touche à l'UX, l'expérience utilisateur. Et donc, si on parle du X et de e-commerce, la première question à se poser, c'est de quel écosystème on parle et votre marque, votre produit ou service, dans quel écosystème il est. Est-ce que c'est un marché de niche? Est-ce que c'est un marché de spécialistes? Est-ce que c'est un marché généraliste comme Cdiscount par exemple? Et c'est cet écosystème qui va venir façonner votre cadre de travail et votre expérience utilisateur. Donc, avant même de parler d'outils et de méthodologie, alors du coup, je ne sais pas si c'est moi qui passe les slides ou pas. Pardon. Je vais les passer. Hein. Ok, pas de problème. Donc, du coup, avant de parler d'outils et de méthodologie, avant tout ça, je pense que le premier élément le plus important, c'est de poser un cadre d'analyse. Donc, ainsi, pour construire ce cadre d'analyse, s'intéresser à différents éléments. Le premier, ça va être de s'intéresser à votre espace stratégique, à votre marché, d'essayer d'identifier, de prendre le temps de parler en interne avec le responsable sales, avec le responsable marketing, avec le responsable éditorial, etc. Enfin, avec les dirigeants et faire votre veille aussi, analyser à côté. C'est de comprendre quelles sont les contraintes légales qui ont cours dans votre marché, quelles sont les influences, est-ce que vous avez des influences sociétales qui viennent façonner votre expérience, est-ce que vous avez des contraintes sociétales également, quelle est votre segmentation marketing et votre positionnement, est-ce qu'il est premium ou pas, c'est de comprendre aussi du coup, est-ce qu'il y a des compétences particulières qui sont nécessaires pour intégrer votre marché, est-ce que vous avez besoin de compétences logistiques, est-ce que vous avez besoin de compétences d'AI, d'expertise sur l'intelligence artificielle, etc. C'est d'identifier les économies complémentaires, etc. Derrière, c'est de s'intéresser effectivement à votre marque, à votre produit. C'est de comprendre quel est votre positionnement de marque, comment vous communiquez sur les réseaux sociaux, quels sont vos archétypes de marque. Est-ce que vous êtes plutôt le sage ou le bienveillant avec votre communauté, avec vos clients? Est-ce que vous êtes plutôt dans une posture de leader ou de dirigeant, etc. Donc, d'identifier vos archétypes de marque, le tone of voice qui est adapté avec. Est-ce que vous parlez à vos clients de quelle manière? On en parlait juste avant de back market, un tone of voice assez briseur de code et qui du coup sont pas du tout institutionnels comme Amazon par exemple. Et enfin, ces deux premiers vont venir façonner un petit peu, vont cadrer votre champ de recherche utilisateur.
C'est parce que vous allez comprendre votre marché stratégique et votre marque et votre service produit que vous allez pouvoir identifier quoi chercher, quand chercher et pourquoi le chercher. Ça va vous inciter à vous focaliser sur les réelles problématiques qui vont prendre en compte les besoins business, mais également les besoins utilisateurs. Donc derrière, c'est ce cadre d'analyse qui va permettre de poser un contexte, d'avoir un référentiel sur lequel vous allez pouvoir vous appuyer à chaque fois que vous allez devoir identifier de bons KPI, de structurer votre stratégie d'interface, de construire vos landing pages, d'identifier ou de retravailler vos sources d'acquisition, etc., etc. Donc c'est vraiment je pense que le premier travail vraiment quand on veut travailler l'expérience utilisateur, c'est de construire ce cadre d'analyse, c'est de prendre du temps pour comprendre, d'avoir cette overview et de prendre de la hauteur. Cette prise de hauteur, comme je disais, va vous permettre de structurer votre interface, de structurer votre communication, de structurer votre stratégie d'acquisition, de fidélisation, de revisite. Donc tout ça, c'est d'avoir cette vue globale et d'avoir du coup cet objectif de travailler quelque chose de cohérent. C'est ce qui va vous permettre aussi d'identifier les bons leviers. Est-ce que c'est une campagne de communication qu'il faut plutôt pousser? Est-ce que c'est plutôt une problématique en interne? Est-ce que c'est des contraintes sociétales ou légales qui nous empêchent d'avancer vers la version cible, etc. Donc tout ça, ça va permettre même d'anticiper de nouveaux usages. Si vous commencez à vous intéresser à votre marché stratégique, vous allez peut-être déjà commencer à anticiper la venue d'acteurs qui aujourd'hui ne sont pas présents, mais qui, avec par exemple les Chinois ou d'autres marchés mondiaux, vont petit à petit arriver sur votre marché. Donc s'intéresser à tout ça, prendre un petit peu de hauteur, c'est anticiper des usages de demain, c'est identifier de nouvelles fonctionnalités et cadrer votre champ de recherche. C'est également adapter votre discours. Donc une fois que vous avez compris quelle image de marque, quel tone of voice vous avez, comment vous vous positionnez dans votre écosystème stratégique, quels sont vos concurrents à venir, quels sont les concurrents d'aujourd'hui, etc., vous allez pouvoir structurer tout ça et le structurer et l'adapter au travers de votre discours, qui se retrouvera par la suite sur le X-Rating. Si on fait un exemple sur la data de cette prise de hauteur, ça permet de faire quoi? Dans le e-commerce, il y a 2 indicateurs clés qui sont toujours suivis, qui ont un peu le droit de vie et de mort sur n'importe quoi. C'est le taux de clic et le taux de conversion. Le taux de conversion augmente, on garde. Le taux de conversion baisse, on ne garde pas. Donc c'est ça qui va déterminer. Le taux de clic, c'est pareil. Est-ce qu'un composant que je viens de mettre clique ou pas? Je garde pas. Donc bien souvent, les décisions, elles sont prises là-dessus. En fait, la data va amener la prise de la décision alors qu'elle devrait amener un élément pour prendre la décision. Et donc, comment on amène cette pondération dans la data? C'est justement avec cette prise de hauteur, cette prise de recul et cette overview globale qu'on peut avoir. Donc, peut-être que votre landing page, elle va pas fonctionner car le message n'est pas le même sur votre source d'acquisition. Vous parlez d'une certaine manière avec un message structuré d'une certaine façon, en vous voyant, tutoyant, etc., vos utilisateurs, vos clients sur les canaux d'acquisition. En revanche, sur votre landing page, le message il est complètement déstructuré, l'interface ne porte pas le message, la stratégie de parcours ne porte pas le message, etc. Donc c'est là que le bas blesse. Il y a d'autres exemples, par exemple, vous mettez en place un nouveau guide d'achat. Donc vous regardez, c'est cliqué, c'est pas cliqué. Vous regardez, c'est pas cliqué. Les guides d'achat, c'est pas pertinent. Mais peut-être qu'en fait, quand vous allez prendre un peu de recul, vous allez comprendre que votre positionnement de marque, votre tone of voice et votre positionnement historique, vous n'êtes pas perçu comme quelqu'un qui accompagne, vous n'êtes pas perçu comme une marque plutôt bienveillante, plutôt sachant, etc., mais plutôt comme le dirigeant qui dit quoi faire, c'est comme ça. Donc, dès l'instant où vous allez amener du contenu qui finalement donne les rênes à l'utilisateur, lui permet d'être autonome, il y a une dissonance dans votre discours, il y a une dissonance dans votre expérience utilisateur, et c'est à ce moment-là, du coup, que vous pouvez vous dire, ok, ces guides d'achat, c'est quelque chose vers quoi je veux aller, mais en revanche, il faut que je le réfléchisse sur la totalité du parcours, que mon message soit cohérent, que je puisse le relayer au bon moment dans un contexte donné. Donc la data amène le pourquoi, la data amène le quoi, et nous, avec le contexte, le cadre d'analyse, on va amener le pourquoi. Donc derrière, ça permet de poser des hypothèses. L'une des hypothèses que l'on peut poser, par exemple, c'est plutôt, vous avez mis une nouvelle crémaillère en place, et vous regardez le taux de conversion, il performe énormément, c'est super, votre offre promotionnelle performe. Donc du coup, on garde cette crémaillère ou cette copine, peu importe. Mais en fait, quand on va prendre un petit peu plus de recul encore une fois et qu'on va regarder l'expérience au global, on va peut-être s'apercevoir que les personnes se désengagent au bout de 2 jours. Donc finalement, ce que vous allez percevoir comme étant bénéfique avec ce seul taux de conversion qui est le taux de clic ou le taux de conversion sur la page à l'instant T, finalement, quand on le recontextualise dans une expérience beaucoup plus globale, on s'aperçoit que non, en fait, votre solution d'interface n'est pas la bonne.
Donc derrière, ça permet de poser des bonnes questions et ça permet également d'identifier d'autres KPI. Comme je disais, il y a les KPI dans le e-commerce, essentiellement taux de transfo et taux de clic. Mais derrière, on va pouvoir amener d'autres KPI à suivre qui bougent peut-être moins dans le temps, mais qui sont des marqueurs assez intéressants. C'est ce qu'on a mis, nous, au sein de Cdiscount en place. C'est le taux de rebond, les micro-conversions pour les micro-actions sur des tunnels, sur tunnel d'achat ou de tunnel de parcours, c'est les pages par visite, c'est le temps de parcours, c'est l'utilisation du bloc recherche, les yo-yo entre les pages pour identifier les nœuds de navigation, etc., etc. Donc, c'est essayer de petit à petit d'amener des datas différentes. C'est pareil, on a une étude qui est lancée chaque mois sur noter l'expérience utilisateur de Cdiscount au global. Donc, sur une notation sur 5, ça, c'est un KPI qui parle beaucoup en interne parce que Cdiscount est une entreprise qui est drivée essentiellement par des datas. Donc, du coup, on essaye de parler le même langage qu'eux. Derrière, on a des études qui sont une fois par an qu'on a lancé au mois de décembre, qui est beaucoup plus structurante, où là, on va essayer de mesurer l'utilisabilité, l'utilité, l'expérience perçue, etc. dans le temps. Mais c'est deux choses qu'on met en place, donc sur la data. Donc derrière, en fait, tout ça, cette prise de hauteur, cette prise de recul, c'est le fait de s'intéresser un petit peu à tout ce qui constitue une expérience utilisateur, que ce soit sur le marketing, sur le business, la stratégie d'entreprise, etc., de comprendre en interne comment fonctionnent les différents services, c'est d'amener tout ça, d'apporter le pourquoi. Je vous ai donné 3 exemples. L'aspirateur, par exemple. Si on s'appuie uniquement sur la data, il y a une entreprise qui avait mis en place un questionnaire et les remontées utilisateurs, c'était l'aspirateur fait beaucoup trop de bruit. Donc, ni une ni deux, sans prise de recul et sans prise en compte de manière plus globale du secteur d'activité et de la segmentation, etc. Les ingénieurs sont rentrés dans un processus de travail. Ils ont réussi à faire un aspirateur qui faisait plus de bruit. Suite à ça, les ventes, elles ont chuté. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on s'est aperçu que finalement, le bruit, c'était synonyme de puissance. Donc là où la data disait il faut couper le bruit, en fait, le contexte, la prise de hauteur et les données exogènes ont amené le non. C'est pas le trop de bruit qui est problématique, c'est la nature du bruit qui est redonnée. Et ça, c'est quelque chose que comprennent assez bien les constructeurs automobiles, qui passent des journées et des journées et des journées à étudier le bruit d'un claquement de porte. Il faut un bruit, parce que derrière, c'est qualitatif. C'est pareil pour l'aspirateur. Si on s'était arrêté uniquement à la data, on arrête, comme ils ont fait, de faire du bruit avec l'aspirateur. Pourtant, en fait, en pondérant cette data, on s'aperçoit que c'est pas trop de bruit qui était important, comme disaient les utilisateurs, mais c'est le type de bruit. Un autre exemple, c'est, on a souvent, comme tous, la conversion sur mobile. On a tous vécu ça à un moment donné où vous allez peut-être le vivre, mais vous avez votre responsable qui arrive en disant le taux de conversion est catastrophique sur mobile, il faut revoir quelque chose, il faut revoir le parcours. Et donc là, en général, on va faire des tests utilisateurs, on va faire des enquêtes, on va prototyper, etc., en partir un petit peu tête baissée. Et finalement, si on prend le temps juste 2 secondes de se poser la question, on va s'apercevoir, en regardant un petit peu au global, que les gens utilisent beaucoup la wishlist pendant la semaine, qu'il y a beaucoup de pages vues la semaine. Ils en consomment peut-être 4-5 par jour ou dans la semaine. Et puis on s'aperçoit qu'au moment d'arriver sur le week-end, les wishlists sont supprimés, ils ne convertissent pas, mais derrière, en fait, on va s'apercevoir qu'ils achètent en magasin. Donc finalement, là où le problème, encore une fois, la data a montré une baisse de la conversion, finalement, elle n'est pas problématique. Par contre, une fois que l'on sait ça, qu'on a pris un peu de recul et qu'on a identifié la vraie problématique, on va pouvoir mettre en place des actions. Un plan de magasin, le click and collect, la géolocalisation, etc., etc. Un autre exemple que je peux vous donner, pour en plus voir au global, on a souvent la remontée il y a beaucoup de personnes qui cliquent sur les éléments de livraison, le SAV a beaucoup de questions sur les délais de livraison, il faut faire quelque chose. Et à partir de là, on fait un design sprint, on fait un prototype, etc. Et on met en général soit un chatbot, soit une FAQ, soit on met des éléments de réassurance en avant sur l'interface pour parler des délais de livraison. On regarde les datas et puis on s'aperçoit que du coup, il y a un petit peu moins d'appels sur le service client, sur le SAV au sujet de la livraison. Et effectivement, Content Square remonte moins de clics sur les éléments de livraison, etc. Mais bon, grosso modo, le problème, il est encore un petit peu là. Puis si vous avez eu cette démarche de vous intéresser un petit peu plus de manière globale à votre écosystème, à ce qui structure votre expérience utilisateur point de vue client, vous allez peut-être vous rappeler d'une discussion que vous avez eue avec la responsable sales qui vous expliquait que en fait, il perdait beaucoup de temps parce qu'il devait saisir dans un logiciel les nouveaux clients et les nouvelles commandes qui étaient ensuite envoyées au service client qui eux-mêmes ensuite réécrivaient
dans leur logiciel toutes les demandes issues du service sales. Et finalement, cette ressaisie de données, on perdait une journée, 2 journées parfois, et ce qui entraînait des délais de livraison supérieurs. À ce moment-là, vous regardez, vous parlez avec le directeur IT, vous dites ce serait bien de mettre de l'interopérabilité entre les deux systèmes SI. Et là, finalement, le sales, lui, va renseigner ces données sur son logiciel. C'est automatiquement intégré dans le logiciel du service client qui génère automatiquement la commande. On a réduit de 50% le délai de livraison. On a réduit d'autant les appels du SAV. Et en plus, on communique une image de marque beaucoup plus qualitative. Pourtant, on n'a pas du tout touché à l'interface. On a réglé un problème de manière plus pertinente, selon moi, que sur l'interface, tout en ayant pris un peu de recul, un peu de hauteur. Donc tout ce qu'on a évoqué juste avant, ce qu'a évoqué Wilfried, l'idée c'est de vraiment penser global, c'est de prendre de la hauteur, penser omnicanal, et tous les tips, tous les guidelines, toutes les expertises que l'on peut avoir, elles viennent structurer dans un premier temps, capitaliser sur l'apprentissage interne, sur l'apprentissage externe, fluidifier l'utilisabilité, l'ergonomie, l'interface. Mais à un moment donné, si on veut vraiment, et d'autant plus sur le e-commerce, mais c'est pas que, travailler l'UX, il faut penser global et s'intéresser à beaucoup plus de choses qu'à simple interface. L'expérience utilisateur, elle ne commence pas au moment d'arriver sur la page d'accueil, elle se finit pas au moment de la confirmation. Donc prendre ça en compte, c'est s'intéresser à la stratégie de votre entreprise, c'est s'intéresser au marketing, c'est s'intéresser à l'accessibilité, à la performance, etc. C'est s'intéresser à tout ça. Et donc l'objectif derrière tout ça, en vous intéressant à tout ça, naturellement, ça va venir tout seul, on se pose de mon point de vue, les bonnes questions. On arrive à pondérer l'urgence, on arrive à pondérer les retours utilisateurs, on arrive à pondérer, à rassurer aussi sur les problèmes que nos responsables peuvent nous ramener. Non, je pense que la problématique, elle est pas liée à ça, c'est plutôt parce que c'est pas lié à l'interface ou à la fonctionnalité, c'est peut-être plutôt parce que le discours est complètement dissonant sur notre stratégie de marque, etc., etc. Donc, plutôt que de vous faire un slide sur les outils, mon point de vue, c'est que les outils, pour les faire, vous en avez des ressources partout, on en parle partout, mais il faut pas oublier que les outils, ça reste des outils. Et pour utiliser le bon outil au bon moment, il faut savoir se poser les bonnes questions. Et pour poser les bonnes questions, il faut prendre de la hauteur. Donc dès lors, la première chose à faire pour moi, de mon point de vue, c'est quand on veut améliorer l'expérience utilisateur, c'est pas de se lancer tête baissée dans une recherche ou de la mise en place d'un quelconque questionnaire, etc. C'est vraiment de prendre un temps de recul et de se dire dans quel écosystème je navigue. Et à partir de là, vous allez vous poser certaines questions, vous allez identifier des réponses, vous allez identifier des leviers auxquels vous n'auriez pas pensé, vous allez être force de proposition au point de vue de votre direction et de votre supérieur hiérarchique, parce que vous allez avoir cette overview. Et du coup, c'est à ce moment-là que vous serez le plus pertinent pour aller activer la bonne phase de recherche utilisateur, d'aller activer le bon atelier de co-conception, d'aller activer la bonne analyse experte à ce moment-là, de pondérer, de prioriser vos sujets, etc. Donc voilà. Moi, mon point de vue que j'essaie de vous partager aujourd'hui, c'est vraiment prenez de la hauteur, posez-vous des questions. Et c'est comme ça qu'on arrive à travailler efficacement l'expérience utilisateur. Pensez différemment. Voilà. Ok. Merci. Ok. Merci beaucoup à toi. Écoutez, alors, je vais regarder un petit peu si on a des questions. Hein. Je vais juste là, tac. J'imagine que vous avez peut-être plusieurs questions. N'hésitez pas, il y a un onglet questions que vous retrouverez. Tac. Alors, Thomas Hubert avait une question. Tac. Donc, quelle est la méthodologie, quelle méthodologie proposez-vous pour identifier d'où vient un problème de conversion? C'est intéressant comme question. Alors, une méthodologie assez claire, très rapidement. Alors, c'est tout d'abord de faire un audit. Donc, par exemple, là, je vous ai donné une méthodologie en tout cas des KPI d'audit. Il y a pas mal de choses à revoir. Sur un audit assez court, entre une journée et 2 journées, en tout cas d'audit, ça nous permet d'identifier un certain nombre de problématiques. Deuxième volet, si on veut vraiment aller un peu plus loin, donc je vous ai dit, il y a la partie toujours data et des analytics à prendre en compte, mais les interviews utilisateurs sont toujours, en tout cas, quelque chose qui nous permet de nourrir notre réflexion, de voir un autre angle du problème.
de voir si c'est pas des problèmes de compréhension également du message. Donc, avec une phase en tout cas d'interview utilisateur, ça nous permet aussi d'avoir d'autres sources d'informations pour par la suite repartir sur des problématiques de wireframe et des problèmes après des solutions finalement de conception et de test utilisateur, ce qui est toujours recommandé de passer par une phase de test. Paul donc a une question pour Laurent. Cdiscount fait-il de l'A/B testing? Si oui, quels résultats sont attendus? Alors oui, Cdiscount fait énormément d'A/B testing. Ils en font beaucoup trop, à mon point de vue. Mais parce que ça, c'est aussi culturel. Ils sont dans un secteur, dans un marché où tout va très vite, où le référentiel, c'est Amazon. Et puis après, de manière historique, ils sont très frileux pour mettre certaines choses en place. C'est assez paradoxal parce qu'ils vont très vite dans certaines choses et à contrario, pour prendre des décisions, on va scruter le taux de conversion et le taux de clic. Donc, ils mettent beaucoup de tests, d'A/B tests en place pour mesurer le taux de conversion et le taux de clic. Et donc, aujourd'hui, mon travail, j'essaye d'acculturer là-dessus, c'est de dire le taux de conversion, c'est pas que la seule métrique qu'il faut regarder. Parce qu'aujourd'hui, un positionnement que peut avoir Cdiscount, s'il veut évoluer, ça va potentiellement dire j'accepte que, ou notre entreprise d'ailleurs, c'est qu'à un moment donné, j'accepte que mon taux de conversion baisse clairement parce que je veux me positionner sur du premium. Comme je disais tout à l'heure, mon taux de conversion va mesurer sur la B-test le taux de conversion d'une mise en place d'une pop-in, par exemple, pour pousser une offre. Derrière, si au bout de 3 jours, on s'aperçoit qu'il y a un désengagement énorme de la souscription à l'offre, je vais avoir un taux de clic énorme sur la pop-in, mais finalement, elle ne convertit pas. Donc du coup, c'est ça, c'est qu'aujourd'hui, ils font beaucoup de tests, on fait beaucoup d'A/B tests. Les résultats attendus sont essentiellement du taux de clic et de la conversion. Et l'idée, c'est d'amener une réflexion différente et du coup, de pondérer un peu tout ça. Ok. Alors, prochaine question, Juliette. Du coup, te demande à toi, Laurent, quel avis sur les personas? Est-ce que ça a du sens pour des acteurs comme Cdiscount qui adressent un marché très large? Ça a du sens, oui, dans tous les cas, parce que ça permet, comme je disais, de se poser des questions, de mettre à plat certains éléments. Je suis plutôt friand dans des contextes comme ça généralistes, encore que le marché fait qu'on va de plus en plus vers de la spécialisation, on est de plus en plus bousculé par des acteurs spécialisés, donc même si on est sur du généraliste, à un moment donné, le référentiel, lui, reste les spécialistes. Mais dans tous les cas, ce que je trouve intéressant aussi, c'est de pousser les job to be done. En gros, on a des comportements en fait sur un persona. Donc le persona, on va s'appuyer sur la segmentation marketing, sur les données qu'on a en interne sur sociodémocratique, pardon. Et effectivement, les besoins, attentes et par les interviews, la recherche utilisateur pour concevoir ces personas. Mais derrière, ce sur quoi on va beaucoup utiliser, c'est les job to be done. Le job to be done, on va découper chaque typologie d'utilisateur, en fait, vont avoir des comportements différents. On va avoir plutôt des personnes qui vont acheter en gros. Donc, elles vont plutôt elles vont beaucoup utiliser les filtres sur la quantité. Il va y avoir et puis elles vont visiter peu de pages, elles vont utiliser beaucoup de moteurs de recherche, elles vont cliquer beaucoup sur les offres promotionnelles. À côté de ça, on va avoir peut-être plutôt le persona job to be done familier. Lui va être à l'affût des achats familiaux en groupe, mais il va faire très attention au prix. Donc, on va avoir une corrélation entre quantité et prix. Il va y avoir les nouveaux arrivants, les nouveaux trentenaires qui emménagent. Eux, on va voir que leur typologie de produits achetés, c'est des produits bas de gamme, entre guillemets, premier prix, et très orientés aménagement. Et donc tout ça, en fait, on va voir qu'ils vont utiliser une certaine typologie de filtres, ils vont visiter un certain nombre de pages, ils vont être plutôt l'acte d'achat va être favorisé par certains types de contenus, etc. Donc une fois qu'on a les personas, on va très rapidement passer sur du job to be done pour identifier des comportements associés à des cibles. Et une fois qu'on a ces comportements, il est d'autant plus facile de les suivre sur le site avec des logiciels comme Contentware, par exemple. Donc mon profil de grossiste, par exemple, je sais qu'il utilise beaucoup du coup les filtres de quantité, qui va être à l'affût des promotions, qui va visiter tant de pages par
par visite, qu'il est plutôt réceptif aux détails techniques et très peu sur les éléments de réassurance, etc., etc. Ouais. Donc de là, j'en fais un segment que je vais aller pouvoir suivre. Ok, bon. Merci en tout cas de ta réponse. Vous nous dites, de toute façon, en commentaire, si vous souhaitez des compléments sur les réponses qu'on apporte. C'est toujours, c'est toujours important. Donc, Pauline qui nous demande comment mesurer les KPI sur les nouvelles fonctionnalités. Est-ce qu'on doit mettre en place des trackers style UTM? Oui, c'est très précis, mais j'ai du mal dans l'entreprise à mesurer l'efficacité de mes actions, prise de décision RGO et du coup, itération. Donc, comment vous mesurez, vous, chez Cdiscount, en tout cas, les nouvelles fonctionnalités? Alors, UTM, je veux bien l'acronyme, parce que là, comme ça, je ne vois pas forcément. User Test, je ne sais pas. Sinon, comment mesurer sur les nouvelles fonctionnalités? C'est un peu ce que je disais tout à l'heure. En fait, dès que j'ai une problématique, dès que j'ai un sujet, dès que j'ai un truc, j'essaye juste de le repositionner de manière globale sur l'expérience que l'on souhaite amener. Si l'on amène une nouvelle fonctionnalité, c'est parce qu'elle sert un objectif expérientiel. C'est qu'à un moment donné de ton parcours, tu vas pousser telle fonctionnalité, un filtre ou un contenu éditorial ou n'importe quoi. Et donc, elle va servir un objectif de marque, un objectif business, un objectif utilisateur. À partir de là que tu as cette réflexion, tu es capable d'identifier de nouvelles métriques. Ce que je disais par exemple sur le côté, on va mettre de nouvelles... je sais pas, la 3D par exemple. La 3D, on va mettre en avant le zoom 3D sur les produits. Alors, on va pas le mettre sur tous les produits, on va les mettre sur les produits plutôt inspiratifs, où on veut du coup aller inspirer, favoriser l'acte d'achat, etc. Donc je mets ça en avant, comment je vais le convertir? Déjà en mettant ça se positionne comment? Est-ce que du coup, de manière cohérente, ma marque, elle est positionnée comme quelqu'un qui va inspirer? Si c'est pas le cas, si j'ai jamais fait d'inspiration, je vais foutre cette fonctionnalité, je vais avoir très peu de clics, ça va pas convertir. Par contre, je me dis, je mets ça, mais en plus, sur les pages précédentes, je vais mettre un peu de wording, d'éditorial, de communication pour dire, on vous accompagne dans l'inspiration, nos experts sont là pour vous conseiller, et vous avez pensé au style contemporain, au style scandinave, etc. Et en plus, vous voyez, notre nouvelle fonctionnalité permet de vous embarquer, de vous immerger dans votre nouveau chez vous avec vos nouveaux produits. Dès que tu as tout ça, tu vas plus aller mesurer la fonctionnalité en tant que telle. Tu vas diluer toutes tes métriques, tu vas en mettre plusieurs sur tout le long du parcours. Et à partir de là, tu vas être capable de dire, en fait, les personnes qui ont cliqué sur la fonctionnalité, elles arrivent depuis une page vitrine, etc., où elles ont cliqué et vu pas mal les données éditoriales qui positionnent la marque comme inspirateur. En plus, elles ont ensuite cliqué sur des éléments comme les stories, etc. Donc, le KPI que tu vas les mettre en avant, c'est pas la fonctionnalité en tant que telle, mais c'est juste de dire, enfin si, bien évidemment, mais de dire que cette fonctionnalité s'intègre dans une stratégie beaucoup plus globale. Et derrière, tu vas pouvoir les mesurer avec des questionnaires sur que pensez-vous, par exemple sur de Cdiscount en tant que marque inspirante? Oui, non. Tu vas arriver du coup avec ton KPI qui va être sur le taux de clic et ton KPI qui va être sur... en plus, on a une courbe qui évolue vers le haut sur est-ce que Cdiscount est une marque inspirante? Et c'est de coupler les KPI, coupler les données, coupler tout ça qui est important et qui va vous permettre de donner les bons arguments pour valider ou non la mise en place d'une nouvelle fonctionnalité. Donc, juste le clic et le taux de conversion, c'est trop biaisé, c'est trop petit, en fait. Il faut juste trouver le maximum de données et de KPI à croiser qui viennent porter un discours et un objectif global. Ok. Ouais. Oui, je te rejoins aussi, moi, sur... Système de Pardon, excuse-moi, je lisais l'acronyme. Ok. Ouais, merci Thomas. Ouais, l'acronyme pour la partie tracking des URL. C'est vrai que moi, j'aurais tendance à répondre que c'est vraiment dans l'expérience globale qu'il faut le mesurer. Quel est l'objectif de la nouvelle fonctionnalité et quel est l'impact que ça doit causer sur mon parcours. Si ça doit améliorer les conversions ou si ça doit générer plus de leads ou autre. Et en fait, mesurer l'intervention en disant, OK, cette fonctionnalité sert à ça. Et c'est dans ce type de parcours que je vais mesurer l'importance, en tout cas, et si ça accroche ou non. Plus que sur la fonctionnalité même.
Après, il y a un autre sujet, c'est que si ta boîte, elle est très orientée sur je regarde le taux de clic sur ma nouvelle fonctionnalité pour savoir si je la garde ou non, c'est que le problème, entre guillemets, enfin, ton enjeu, il est beaucoup plus sur l'acculturation. C'est une entreprise qui est beaucoup moins mature, je pense, sur l'aspect design, expérience utilisateur, etc. Puisque s'ils se mettent à vouloir décider de vie ou de mort sur une fonctionnalité en fonction d'un taux de clic, d'un taux de conversion ou d'une fonctionnalité précisément, bah, c'est qu'ils sont très orientés interface. Je suppute un peu moins sur l'expérience, en fait. Donc, Ouais, tu vois, tu vas devoir trouver des éléments de langage qui leur parlent. Donc, bah, tu vas garder forcément ce taux de clic, ce taux de, sur la nouvelle fonctionnalité pour les rassurer. Mais petit à petit, il va falloir que tu viennes avec des données exogènes, un argumentaire, du storytelling, pour leur faire comprendre petit à petit que finalement, cette fonctionnalité, elle est, en soi, elle est dépendante de tout un tas de choses. Et mesurer uniquement cette fonctionnalité alors qu'elle fait partie d'un écosystème beaucoup plus global, ça n'a pas de sens. Donc je pense que tu as aussi un travail d'acculturation si tes décisions sont essentiellement drivées par ce genre de propos. Oui, c'est ce que confirme Pauline. Bah écoutez, est-ce qu'on a d'autres questions? Tac, tac. Si vous êtes vraiment drivé par ça, je pense que le gros problème, c'est plus en interne, ça va être de faire de l'acculturation. Mais l'acculturation, comme Stéphanie, un bon courage. Ouais, voilà. C'est pas forcément faire de partir tête baissée sur encore une fois, sur du test utilisateur, sur du design sprint, parce que une entreprise qui est très drivée par la chiffre et la conversion, c'est au jour le jour, c'est tout de suite, il faut que ça aille très vite, et du coup, derrière, ça va très fortement arriver sur une étagère et puis pourrir là-bas. Donc bah, là, ton taf, ça va plutôt essayer de trouver des KPI. Donc on en listait quelques-uns sur les micro-conversions, sur les temps perçus, sur les pages vues, sur tout ça, d'amener ces KPI et d'en faire des trackers de suivi mensuel. Et derrière, d'essayer de temps en temps d'amener une étude plus globale, plus structurée, 1 ou 2 fois par an, sur l'image perçue de ta marque, sur l'utilisabilité, la perception, sur l'expérience, etc. Mais au global. Et derrière, c'est plutôt de cartographier l'expérience utilisateur. Et au lieu de dire, bah là, ce serait bien de mettre une fonctionnalité, c'est de dire, là, ce serait bien de travailler la stratégie d'acquisition. Là, ça serait bien de travailler notre stratégie de fidélisation en activant les leviers SEO, en activant les leviers de perf, en activant le tone of voice, machin, etc., de l'ERP. C'est là-dessus, en fait, il faut que tu arrives à relever un peu entre guillemets, le niveau de ton poste vis-à-vis d'eux, qu'il est perçu tel qu'il perçoit, pour t'adapter à leur discours. Tout à fait. Ok, et ben écoutez, merci à tous. J'ai pas vu d'autres questions. Je n'ai pas d'autres questions, donc écoutez, merci à tous. On va faire, de toute façon, on va diffuser un replay qu'on postera prochainement sur les réseaux. On vous communiquera aussi un petit sondage pour connaître si ce webinaire a répondu à vos questions, si on doit en préparer un autre, s'il y a d'autres sujets, en tout cas sur le e-commerce, dont on doit répondre. En tout cas, je vous remercie de votre participation à tous. Je vous souhaite une très bonne journée et on se revoit la prochaine fois avec un autre membre du Backup pour présenter une autre thématique. Merci à vous. Très bonne journée, courage à tout le monde. Au revoir. Merci, au revoir.